Merci. Bien, bonjour. Alors, l'hypothèse de départ, un peu osée ou caricaturale, mais que je crois intuitivement juste, est que s'il a fallu attendre des dizaines de siècles avant que de voir philosophiquement définir l'œuvre, au travers de la discipline de l'esthétique et du jugement de goût, là où la peinture existe depuis l'époque préhistorique, définir en sa matrice un design qui n'a que 2 siècles d'existence pose d'abord un problème de recul. Ou quand bien même ce manque de recul induirait le recours à un maillage d'autres disciplines pour le définir, nous en garderions encore un problème de discernement à demeurer au milieu d'un état de choses non suffisamment devant, en état de contemplation. Nous sommes, pour ainsi dire, à l'intérieur du design. La dernière époque de cette planche, par exemple, représentant celle du couteau industriel. Si l'on admet, en reprenant de Marx cette synchronie, que la concomitance des inventions de la machine-outil et de la machine à vapeur au XVIIIe siècle inaugurerait un nouveau régime esthétique qui deviendra celui du design industriel et qui supplantera progressivement l'économie manufacturée, il est évident de dire que nous n'avons pas de distance phénoménale suffisante pour comprendre cet espace esthétique par son dehors. Un peu à la manière de ce que dira Pierre-Franck Castel à partir de l'hérésie franciscaine de Giotto, eu égard à la perspective, comme quoi ce que crée chaque époque, ce n'est pas la représentation de l'espace, mais l'espace lui-même, c'est-à-dire la vision que les hommes ont du monde à un moment donné. L'espace industriel dans lequel naît le design comme discipline science pratique est trop actuel ou contemporain pour être représentable, c'est-à-dire pensable au sens où je pourrais penser le design comme je peux penser le tableau, l'œuvre d'art. Notre conscience et notre sensorialité ne sont pas encore dissociées de l'espace industriel, de telle sorte, comme le dit d'ailleurs Pierre Damien Huyghe, que nous vivons dans ces environnements industriels, comme les centres commerciaux par exemple, je cite là Pierre Damien Huyghe, des situations esthétiques que nous n'identifions pas comme telles. Je comprends alors, dans le cadre de ce colloque sur les matrices disciplinaires du design, l'approche définitoire de ce terme comme, à proprement parler, matricielle. Il faut accepter d'être comme embourbé dans une sorte de maillage expérientiel autistique de l'espace industriel. Celui-là même que je vais essayer de comprendre ici par la question de la désubjectivisation du toucher artistique par l'usage industriel, telle qu'elle se pose aussi dans ma pratique de la sculpture mobilière et du tribut musical. Dans la chaîne de production mécanique où le principe subjectif de la division du travail n'existe plus, l'unité technique qui s'instaure se désolidarise en son apparente substance de celle que le corps humain peut subjectivement imprimer à la matière, tel l'artiste qui, sur un tableau, peut y imprimer ses traces les plus immédiates. L'inaccidentalité tactile de la forme usinée lors de sa fabrication ou lors de son usage n'est qu'en apparence seulement, puisque, comme l'avait rappelé le physicien Joël Chevrier dans son intervention Les mains dans le nanomonde, à l'occasion du colloque de Sylvie sur l'histoire et l'esthétique du contact dans l'art contemporain, toucher, c'est un engagement. Vous ne pouvez jamais effacer le contact complètement. Vous avez touché la table, visiblement elle n'a rien, et vos doigts non plus. Vous ne voyez rien, mais il y a la trace de votre main sur la table, et il y a la trace de la table sur votre main, et vous ne pouvez pas l'éviter. Il se passe quelque chose qui est irréversible au niveau de la structure moléculaire et qui ne se représentera jamais. Autrement dit, la disparition d'une réflexivité plastique du jeu artisan par l'objet industriel relèverait plus d'un régime ou d'un aspect optiquement dominé, je reprends encore les termes de Pierre Damien Huyghe, que d'une réalité physique. La capacité du spectateur à retrouver dans la touche du tableau la forme d'une finalité, en tant qu'elle y est perçue en celui-ci sans la représentation d'une fin, dixit Kant, est mise en déroute par l'objet non fait de main d'homme. Juger et utiliser une forme construite par ordinateur et automate interposé, tout simplement acheter et conduire une voiture, par exemple, revient d'un point de vue purement épistémologique à agir sans intentionnalité subjective, avec une sorte de virtualité solide. Contempler tous différemment un Rembrandt n'a pas d'équivalent dans les faits de tous choisir et conduire différemment un modèle de voiture, quand bien même celui-ci s'appellerait Picasso, dans une époque post-Duchampienne. Bref, plutôt que les notions marxistes d'aliénation et de valeur ajoutée,
le plasticien dit que la modélisation de l'accident manuel en stéréotype usiné met à mal la conscience du sujet ou l'intentionnalité réflexive de l'être, en séparant l'intelligence formelle de sa réalité consubstantielle irréversible, celle d'un corps percutant à l'aveugle le monde et réduit alors à une tactilité machinale. Il n'y a pas meilleur exemple de ce découplage que celui offert par une modélisation numérique qui condense l'indexation digitale, mais laissant pourtant pantelant aux portes même de l'écran haptique la matière même de l'intentionnalité digitale en autant de traces de doigts, s'enlissant à perte nos claviers, intentionnalité dissociée, abandonnée. C'est du moins en faisant apparaître par le geste pictural matiériste ce substrat d'intentionnalité en dehors de sa modélisation dactylographique que j'ai compris très tôt dans mes recherches plastiques que la matière de nos actions évoluait à l'époque numérique dans une proximité substantielle. C'est une archéologie qui fait à peu près le terreau de mes recherches. Marcel Duchamp n'établit aucun rapport de cause à effet entre le grand ver et son élevage de poussière. Et la non-gestion ou l'abandon de l'autographe ou de la signature mal peinte sur la forme parfaitement lisse de l'urinoir est un laisser-aller. On abandonne quelque chose de la substance du sujet pensant en tant qu'elle n'est plus prise en charge par l'époque. Affinons, la gradation syntaxique ou le nuancier gestuel que propose Duchamp, exposer l'objet en le retournant, exposer l'objet en le retournant et le signant à la peinture, la cohabitation du ready-made et du ready-made modifié instaure une plasticité du détournement des usages comme dimension matricielle disciplinaire de la notion de poétique de projet en design. Avec plus de temps, il faudrait voir comment, par exemple, l'art minimal détourne les modes de fabrication industrielle à la recherche d'une image poétique de la perception fondamentale désintéressée qui structurerait l'expérience même de l'usage. Si l'urinoir et la sculpture mobilière contemporaine transforment la fonction en forme, j'avancerai l'idée que nous sommes en quelque sorte moulés ou à l'intérieur du moule épistémologique du design, en ce que les procédures fonctionnelles de fabrication des usages industriels ne s'imagent qu'à l'intérieur de la pratique fonctionnelle. Si je me réfère à ma pratique sculpturale mobilière, que j'ai appelée dans le titre de cette conférence digitale, non pas au sens de ce que le numérique fait de l'intention, mais au sens de ses empreintes qui maculent nos écrans et sculptent nos claviers, un lien praxéologique évident s'établit entre, d'une part, la déformation des tirages de ma matrice de tabouret sculpté et évidé en forme de touche de clavier d'ordinateur, au contact de la chaussette de silicone intercalée entre la matrice et le moule, et d'autre part, l'agrandissement monumental du geste de tapoter à l'échelle d'une mise en visibilité imaginaire d'un micro-impact physique endommageant ou déformant les dites touches d'un clavier. L'intercalaire de silicone présentifie alors l'instance de l'accident à l'intérieur d'une représentation de l'usage qui s'agit au lieu de se penser. La définition poétique et esthétique d'une forme matérialisée à partir d'une pragmatique globale de l'usage, faire des tirages, taper à la machine, par exemple, fait de la notion de transfert modélisateur de l'accident, pensons au processus de fabrication du cahier de Lopesque, un intercalaire disciplinaire fondamental du design. La méthode qui consiste à repérer dans le design, comme pensée en acte, un intercalaire, où se moulerait la spécificité d'une discipline, est à souligner, non pas simplement du point de vue de la forme, je pense par exemple au geste post-duchampien de Bertrand Lavier, qui recouvre les objets design d'une couche transparente de matière, superposition en soi qui est celle de la marque, mais plutôt du point de vue d'une psychologie de la perception de l'objet technique, et je vais citer ici, moi aussi, Gilbert Simondon, dans Imagination et Invention. Voilà ce qu'il dit. En prenant comme exemple l'automobile, on trouve différentes couches qui vont de l'objet de manifestation à l'objet à peu près purement créé. La couche intermédiaire de réalité, mi-technique et mi-langage, est aussi celle des organes partiellement visibles et descriptibles, comme le moteur qui affiche sa cylindrée, son taux de compression, etc. Les variations sur la couche externe sont à la fois infinies en nombre et assez limitées. Tous les coloris, toutes les modifications de forme sont possibles. Cette esthétique des objets créés, qui les fait apparaître comme le produit d'une époque et d'une civilisation, est plus une sémantique qu'une esthétique.
Par là, on quitte la couche de manifestation externe de la réalité technique pour passer à la couche intermédiaire de la communication avec l'utilisateur. Fin de citation. Alors, pour que la couche esthétique fonctionnelle d'un objet technique désigne, André Leroi-Gourhan aurait peut-être dit figure, la traduction de sa mécanicité dans le monde stylistiquement accidenté des usages, ce transfert impose justement aux accidents de mon corps fonctionnel de se modéliser dans un fonctionnement, quitte à perdre l'authenticité de l'expérience réflexive de l'être au contact de l'œuvre. Simondon semble voir dans le coloris et la communication des portes de libération de l'être au contact d'une modélisation qui néantise la matière de l'empreinte individuelle. Dans l'élaboration quasi entrepreneuriale de ma série de tabourets-touches, je n'ai pu déposer à l'Institut national de protection industrielle la spécificité accidentée de l'exemplaire, mais uniquement le dessin et modèle standard. Et la question de la gamme des couleurs s'est imposée comme un élément esthétique accrocheur dans mon dépliant de communication, ainsi que la liberté du geste de manipulation spatiale et installative des modules en scénographie mobilière. En fait, et le film populaire qui relate les concours de vitesse dactylographique en parle très bien, toucher, utiliser tactilement une forme modélisée rejette, en dehors de la notion viscérale d'empreinte, la possibilité de traçabilité de l'usager dans une remontée ou un transfert de la matière vers l'espace de la couleur, scénographique, cosmétique. Toucher la modélisation nous propulse dans une liberté pour essayer de capturer ce que serait une intention performative à la surface du design. Vaste défi, lorsque le principe d'un universel sans concept du jugement des individus se transfère dans un principe d'individuation des objets techniques, et dont la réflexivité convoque alors en chacun de nous un être machinal, partagé, dissocié, devenant à force d'usage un style, certes, mais dépossédé de l'intentionnalité de notre propre soi existentiel, réduit à patiner, hors zonage phénoménologique, à la surface des choses. Deleuze a recours à l'expression de dividu, qualifiant justement la manière dont les sociétés de contrôle séparent le sujet de lui-même en le réduisant au rang d'exemplaire, terme utilisé aussi par Adorno. La maxime du philosophe Alain, palper c'est déjà sculpter, pose bien cette idée finalement d'un espace matriciel de la tendance en attente d'être vu, touché et choisi par une imagination fonctionnelle, individuelle, où tout un chacun se retrouverait à choisir entre différentes marques d'un même produit dans un supermarché, au cœur d'une situation stylistique, machinale, involontaire. En fait, la dimension conceptuelle, voire politique de l'espace esthétique de la tendance, cette matrice fonctionnelle de l'imagination des individus, colle si bien à la société industrielle et technologique contemporaine qu'on constate que l'artiste postmoderne a fini par s'y plier. Lorsque Sherry Levin va en 1983 repeindre à l'identique des tableaux de Piet Mondrian, il faut mettre en parallèle ces tableaux avec les robes bien sûr de Yves Saint Laurent, dessinées dans les années 60, pour comprendre alors que si le propos de Levin est d'utiliser le tableau comme matérialisation de la référence, ce dernier n'est peut-être plus à comprendre à l'époque contemporaine que comme élément d'une charte graphique se répandant dans la société au sujet de Mondrian. Ce qui, en fait, ne dévalorise pas l'œuvre, mais la redéfinit comme rouage d'un protocole design de la société. Il n'est donc pas pertinent d'interroger aujourd'hui la remontée performative de la matière tactile du sujet sans comprendre comment cette résistance de l'artistique habite les phénomènes de mode. En observant la simultanéité de la peinture post-moderne, post-expressionniste par exemple, qui dit la perte de croyance dans l'effet de matière, justement, avec la montée en puissance de mouvements de musique post-romantique, j'ai décidé de passer de la sculpture à la performance musicale, tout en préservant la question d'un tâtonnement instrumental. Et la double connivence entre le propre d'un toucher guitaristique qui ne laisse
pas d'autre trace que l'usure et le son, et les méthodes progressistes accidentelles du jeu de Robert Smith du groupe post-romantique britannique The Cure ont petit à petit mené ma pratique plastique vers la performance musicale design, consistant à refaire cette musique, lui rendant hommage sous la forme citationnelle d'un tribut. Alors, la question matricielle du design intervient ici à 4 niveaux. Le premier niveau est poétique. La posture qui consiste à, en quelque sorte, palper des pédales d'effet en fonction de leur couleur, ou d'être inspiré par telle ou telle couleur, forme, customisation d'instruments, permet véritablement de vivre à l'intérieur d'une tendance chromatique. C'est très intéressant comme cela, de vivre du design. Et puis, cette posture, c'est là qu'on retrouve la notion de charte, d'identité expressive, va se poursuivre en contiguïté avec la reproduction de la manière de jouer de Robert Smith, d'abord en autodidacte, en tâtonnant d'un point de vue harmonique le long de la gamme chromatique, ou en composant des morceaux à partir du fait même de s'accorder. Ce qui, au début des années 80, a non seulement insufflé au rock progressif une dimension conceptuelle, un son industriel est un son industriel, what you see is what you see, de Frank Stella, voire de musique contemporaine. C'est aussi la question des silences et des erreurs chez Boulez. Sur un second niveau, d'un point de vue de la praxis, il y a cette notion d'autodidacte qui renvoie aussi au positionnement politique de l'époque. Celui d'une sorte d'analphabétisme culturel venu du mouvement punk qui fut bien plus qu'un style musical et critiqua l'élitisme de l'établissement, notamment artistique. De la même manière qu'il y a sûrement un chemin qui consiste à penser avec le punk, pour citer Catherine Guest, le phénomène curiste et plus généralement la cold wave, gothisme, néo-romantisme, et la new wave, dont le fait de m'exprimer au travers de l'uniformité harmonique, vestimentaire, instrumentale, tout en engageant mon propre corps tactilement et vocalement, va me permettre d'habiter la question de la modélisation en interrogeant la notion d'interprétation, non pas du point de vue de la subjectivité, mais au contraire du point de vue de la désubjectivation. Comme le dira très bien Robert Smith, personne ne me remarque et personne ne sait que c'est moi. Mais bon, il faut dire que je me ressemble moins que la plupart des gens qui vont à nos concerts. Alors, sur le ton de la boutade, ces quelques mots incarnent néanmoins la question importante de l'individuation désubjectivante de la tendance. En ce sens, reproduire l'esthétique sonore et visuelle de The Cure, ou en somme créer un trait d'union entre la production artistique instrumentale du groupe et son apparence comportementale et vestimentaire, telle qu'elle sert de forme visible d'appartenance aux fans, n'est qu'agrandir la potentialité poétique d'un phénomène de mode à ses propres modalités de production. Ensuite, il y a un troisième niveau, dans cette logique d'uniformité, où va s'annuler en quelque sorte l'originalité de la proposition, ce qui est le propre du tribut. Tout le travail de communication visuelle, graphique, typographique que je vais entreprendre pour faire la promotion de ma performance design ne fait que revêtir l'identité initiale du design graphique du groupe. J'agis dans une sorte de création dépersonnalisée de A à Z, du travail de management au travail scénique. C'est véritablement une forme de design, puisque tout l'appareillage de ma performance est en fait recouvert d'une couche stylistique qui s'intercale entre moi et les programmateurs et spectateurs. Une couche dont l'espace devient celui d'un partage substantiel, générationnel, au sujet d'une tendance. Reprenant l'identité graphique du nom du groupe, le travail de customisation logographique de ma camionnette de tournée souffrirait d'ailleurs certainement d'une comparaison avec cette notion de couche stylistique involontaire dont nous avons précédemment parlé avec Simondon. Le quatrième niveau synthétise les trois précédents dans la question de la forme à donner à ce travail de recherche, puisqu'il s'agit d'une performance tribute au groupe de The Cure, comme il existe en fait plein d'autres tributes à ce groupe, vous avez ici des affiches d'autres tributes, mais également aussi à d'autres groupes, là c'est les Beatles ou les Pink Floyd. C'est un format institué et qui a d'ailleurs ses festivals.
À mi-chemin de la citation et de l'interprétation, il ne faudrait pourtant pas exactement conclure sur l'idée qu'il s'agit là d'une forme de plus de la postmodernité déceptive. Car le musicien du tribute croit bien souvent à ce qu'il interprète, au sens où il fait revivre pour un public fan de l'original quelque chose du parfum de celui-ci. En fait, la performance tribute fait fonctionner un outil pour les usagers de cette musique industrielle. En ayant conscience de la désubjectivisation et dépersonnalisation que requiert son activation scénographique, je pense à tous les gestes que je fais lorsque j'installe mon spectacle, puisque je joue devant le public et où finalement ce sont mes gestes, mais ce n'est pas moi, puisque je me cache derrière la forme du tribute, on peut dire finalement que le tribute est un design conceptuel, en tant qu'il repose la question de la nature de l'intentionnalité à l'intérieur de la fonction. Cette conceptualité n'en est pas moins phénoménale par nature, puisqu'il s'agit en somme, selon la fameuse formule, d'habiter la fonction, donc de faire vivre un design. La spatialité de l'utilisable, pour reprendre l'expression de Martin Heidegger, qualifie vraiment bien, je trouve, l'expérience phénoménologique de la performance tribute, en ce que l'artiste designer qui l'amène a beau être analyste des actes, son espace de liberté, notamment scénographique, j'interprète seul le travail d'un groupe et fais des choix d'agencement des instruments qui dessinent une marge de liberté dans mes manipulations tactiles, eh bien cet espace de liberté, disais-je, ne peut pas être pris en charge par la matrice fonctionnelle de la tendance qu'il représente. Il est de plus désindividué ou dividué plutôt dans un processus de contractualisation et de communication entrepreneuriale, notamment sur les réseaux sociaux, où ma page personnelle disparaît derrière le rôle qu'elle incarne. C'est aussi une protection, une couverture ou une manière conceptuelle d'exister sur les réseaux sociaux. Alors, je vais conclure justement sur cette idée que la solitude ontologique, puisque je me cache, en fait, je disparais, la solitude ontologique de l'œuvrement demeure toujours au sein même de cette esthétisation de la réalité et de la virtualité contemporaine. À en croire les termes d'Agamben, c'est, semble-t-il, un drame constitutif de la société des dispositifs. Je vais finir par le citer. Les sociétés contemporaines se présentent comme des corps inertes, traversés par de gigantesques processus de désubjectivation, auxquels ne répond aucune subjectivation réelle. De là l'éclipse de la politique, qui supposait des sujets et des identités réelles, et le triomphe de l'économie, c'est-à-dire d'une pure activité de gouvernement qui ne poursuit rien d'autre que sa propre reproduction. Je vous remercie.